archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il y a un camarade là, où est le camp de Lévis? Oui, sortez là. Bon, voilà, vous êtes là avec la publicité Levis. Faites la publicité de Levis. Bon, c'est bien. Je vois le jean avec ses bien cousins là, Levis. C'est bien. Mais ça, c'est américain, ouais, même c'est américain en bas, San Francisco. C'est écrit San Francisco. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais ici à Kayala, vous croyez qu'il n'y a pas de tisserand pour faire comme ça? Un style très direct, une approche franche qui parfois heurte ses interlocuteurs, un souci constant, celui de donner le meilleur à ses compatriotes en particulier et de faire tomber les complexes coloniaux qui brident les Africains en général. C'est tout cela le capitaine Thomas Sankara, le leader de la révolution qui va bouleverser à la fois les habitudes et la structure politique en Haute-Volta à partir du 4 août 1983. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage qui, au bout de la première année à la tête de son pays, suscite déjà partout dans le monde interrogations, rejets et admiration. La France ne comprend pas l'Afrique. Et il est grand temps qu'elle la comprenne. « 4 août 1984. La révolution voltaïque célèbre son premier anniversaire. 1 an déjà. C'est le moment du bilan de cette année qui a été riche en changements et en événements. Pour marquer le changement, les leaders de la révolution décident de changer le nom de leur pays. La Haute-Volta devient tout simplement le Burkina Faso. Thomas Sankara. La Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue, patrie des hommes honnêtes. Le pays des hommes honnêtes, des hommes intègres. Ce nom qui n'est donc pas celui hérité de la colonisation, traduit l'état d'esprit de Thomas Sankara et des 3 autres capitaines leaders de cette révolution qui accourent dans leur pays. Il faut donner un nom à ce territoire, lui donner une identité, un cachet qui tranche avec celui collé par l'impérialisme, pour reprendre l'expression à la mode dans le pays. Thomas Sankara se rend quelques mois après à Harlem aux États-Unis. Notre révolution est symbolisée dans notre drapeau. Aliouna Traoré, un des collaborateurs de la présidence, seul survivant du massacre du 15 octobre 1987. Vous avez sur le continent, voilà un pays où le nom du pays parle des habitants du pays. Ce qu'ils sont en réalité, le pays des hommes intègres. Ça veut tout dire. Et c'est tout un comportement, c'est toute une attitude. Il faut y arriver. C'est un parcours. Il nous a mis une barre assez haute où tous les Burkinabés doivent marcher dans ce sens-là. Si la révolution séduit, notamment en Afrique et dans la diaspora noire en général, en interne, elle rencontre tout de même quelques difficultés dans son organisation, notamment avec les débordements des CDR, les comités de défense de la révolution, censés être la seule organisation authentique du peuple dans l'exercice du pouvoir révolutionnaire. Pour reprendre l'expression même de Thomas Sankara, lors de l'élection de ses membres organisée dans l'euphorie avec une grande précipitation dans les villages, les quartiers, dans les services publics, dans les entreprises, mais aussi dans chaque unité des forces armées, à l'université et dans les lycées, c'est le chaos, le grand désordre. Le résultat n'est pas celui attendu, surtout que ce sont encore les traditionnels candidats, les chefs traditionnels, les possédants du pouvoir, mais également les chômeurs et les plus désœuvrés qui se retrouvent à la tête des CDR, les comités de défense de la révolution. Des hommes et femmes à tout faire de la révolution vont très vite devenir des rois de lait. Ils veulent tout régenter et règnent sur tout. De la distribution de la nourriture aux opérations de recensement, en passant par celle des armes. Ils vont donc très vite devenir l'une des plaies de la révolution, avec souvent des détournements de vivres et même d'armes. Fidel Towe, directeur de cabinet et ministre de Thomas Sankara. Nous avons eu des dérives, je le disais tout tantôt, au niveau des CDR. Vous avez à un moment donné des camarades CDR qui s'en vont, à la limite, dégager un maire de sa mairie. Pour lui dire, ah non, ce maire, c'est un droitier, on n'en veut pas. Le directeur général d'une société ici, l'actuelle Sonabel, donc ça s'appelait la Voltelec, ça a été comme ça, des gens sont partis en armes parce que ce sont des CDR pour lui dire non, c'est un mauvais directeur. Et on l'en a chassé, mais Thomas a toujours combattu cela, il a dit non, ce n'est pas ça. Au contraire, on le mettait souvent
devant le fait accompli. Et Thomas disait non, c'est vous qui avez le pouvoir, vous avez des gens qui sont au gouvernement, il y a des conseils de ministres, il y a des décrets. C'est en ce moment-là qu'il faut venir en conseil de ministres avec vos propositions, avec le décret pour mettre fin aux fonctions d'un tel ou d'un tel, plutôt que d'aller avec des armes. Souvent, non, il avait lui aussi, lui-même, à rapiécer un peu des turpitudes qui ont été commises par certains ministres ou par certains grands responsables politiques. Thomas Sankara. Il y a même des cas, il faut aussi le dire, surtout pendant la période du couvre-feu, d'autres règlements de compte d'un autre genre, mais il faut le dire aussi. Ces camarades qui, parce que militants CDR, responsables de la sécurité, équipés d'un gros fusil, on n'est même pas sûr que ça percute, mais enfin. À l'heure où le couvre-feu était à 19h, à 19h moins 10, se pointe chez la camarade et commence à dire aux rivaux, aux autres candidats, mais c'est l'heure bientôt, hein. Il faut partir. Il faut partir. Si vous ne partez pas, on vous enferme. Et oui, il y en a qui ont demandé que le couvre-feu soit maintenu pour qu'il puisse régner. Eh bien, nous avons levé le couvre-feu pour que nous soyons tous à égalité. Et ceux qui doivent échouer par leur incapacité échoueront. Commandant Abdou Salam Kaboré, premier président des CDR, Comité de défense de la Révolution, et ministre de la Santé. Effectivement, avec les jours qui passaient, on s'est rendu compte que les CDR, il y avait du tout. Le lumpen y était, et il y avait des exactions. Et je vous assure, on ne passait pas une minute sans qu'on vienne nous dire « Ah, les CDR de tel quartier ont embastillé des gens, etc. » Voilà, c'est ça. On passait notre temps à régler des problèmes comme ça. Mais par ailleurs aussi, vous étiez étranger, vous arrivez avec votre véhicule, 2 minutes après, moi je suis prévenu. Il y a quelqu'un qui est venu avec une matriculation étrangère, il habite dans telle maison, etc., etc. Il y en a qui venaient parce qu'ils cherchaient à manger. Il y en a qui comprenaient, les étudiants et élèves, ils comprenaient où on allait. Mais la plupart, je vous dis, ils venaient du lumpen. Il y a l'aura de Sankara qui existait déjà. Et il y a beaucoup qui ont suivi la révolution en suivant Sankara. Autre sujet de friction au sein des instances au cours de cette première année de la révolution burkinabé, la tension avec les syndicats. Tout commence avec l'arrestation de 3 membres d'une organisation syndicale, le SNEHV. Le syndicat appelle les instituteurs à la grève. Un rapport des services de sécurité présente cet arrêt de travail comme étant un élément d'un complot en préparation. Une réunion du Conseil national de la Révolution, en l'absence de Thomas Sankara, décide de suspendre tous les grévistes. À ce moment-là, ils pensent dans ce cercle réduit qu'il s'agit de quelques centaines d'instituteurs que l'on peut remplacer sans grande difficulté. Erreur, la liste est plus longue lorsque l'on l'adresse finalement. Surtout que certains en profitent pour régler des comptes très personnels. Le lendemain de cette réunion, Thomas Sankara tente de revenir sur la suspension, mais il n'y arrive pas. 1400 instituteurs sont licenciés sans autre forme de procès. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité. Nous avons expliqué que la décision d'aller en grève était politique. Cette grève-là, où nous avons sanctionné massivement les enseignants, la grève étant politique, il fallait une sanction politique. Et nous n'avons pas sanctionné comme ça. Nous avons fait le tour du pays et nous avons expliqué cette grève-là que vous observez est une grève politique. Parce que dès la proclamation de la révolution du 4 août, il s'est trouvé que leur syndicat était en congrès. Et a demandé à ses militants de se démarquer de cette révolution, du régime qui venait de s'installer. Nous avons pris acte, mais le président a dit qu'il fallait attendre qu'il passe concrètement à l'acte. Il ne faut pas se contenter de ce que a déclaré le bureau du syndicat pour sanctionner tous les enseignants. Vaut mieux attendre de les voir à l'œuvre. Et effectivement, ça n'a pas manqué. Quelques mois plus tard, ils ont déclenché leur grève pour se démarquer du régime. Nous avons sanctionné. Boukari Kaboré, dit le Lion. Les syndicalistes là, c'est moi qui les avais gardés à Koudougou. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? Alors, en un mot, et pour vraiment
la postérité, il faut que tout le monde sache que on avait vidé 2000 qui ne voulaient pas travailler et on a pris 4000. Démocratiquement parlant là. Est-ce que les 2000 peuvent s'en prendre aux 4000? C'est ça qui avait donné le coup de pouce à l'éducation au Burkina. Même si l'on a recruté d'autres instituteurs, les nouveaux ne sont pas formés. Ils n'ont aucune pédagogie pour remplacer les professionnels qui ont été remerciés. Ernest Normand Ouedraogo, ministre de la Sécurité. Moins efficace, pourquoi? Ils avaient le niveau mais ils n'avaient pas académique. La pédagogie. Oui, bon, mais la pédagogie, moi j'ai connu des enseignants qui ne sont pas entrés dans le métier avec la pédagogie. Ça s'acquiert. Et puis ils ont eu des séminaires, des stages, tout ça pour acquérir le niveau. Parce que si on disait d'attendre, de recruter 400 ou je ne sais pas combien d'enseignants pour les former, ça allait prendre des années et il allait y avoir des classes vides. Ça, on n'a pas voulu. Fidel Kientega, conseiller politique et chef de département des affaires politiques de Thomas Sankara. La grève en soi était une grève politique et pas corporatiste. Mais avait-on besoin de les licencier à ce niveau-là, de façon aussi massive, et de recruter en lieu et place des gens qui n'avaient pas la formation pour être des instituteurs? Parce que c'est un métier que je connais un peu et qui est très difficile. Vous ne pouvez pas simplement, parce que vous savez lire et écrire, venir être des instituteurs pour faire l'éveil d'enfants de 5-6 ans et de les amener à acquérir des choses pour leur vie. Ça, par exemple, c'était une erreur, il y en a eu d'autres. Nous étions souvent en déphasage avec le niveau, la capacité d'appréhension de notre population, de digérer, de s'approprier un certain nombre de choses, de sorte que, quelque part, on marchait, mais est-ce que les autres nous suivent? Ces événements traduisent un peu la tension sociale qui prévaut dans cette première année de la Révolution. Et comme si cela ne suffisait pas, comme pour faire bonne mesure, en juin 1984, une autre bête noire du régime est éliminée. Les locaux de l'Observateur, hebdomadaire non officiel, plutôt critique vis-à-vis du régime, sont incendiés. Un incendie criminel. Il n'était pas facile d'être journaliste. J'en sais quelque chose puisque mon journal, l'Observateur, qui était tout simplement l'Observateur et non pas l'Observateur Palga, a été incendié sous la révolution sankariste. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Il a été ami à notre journal quand il était encore tout jeune lieutenant et qu'il était à Pau là-bas, à la tête de ses commandos. Il nous a encouragés à déposer le journal à Pau. Et comme nous n'arrivions pas à trouver quelqu'un de fiable, il s'est engagé lui-même à s'en occuper. Je ne sais pas s'il s'en occupait effectivement, personnellement, mais toujours est-il que régulièrement, il récoltait les produits de la vente et il venait nous le restituer. Lui-même. Mais en ce moment, c'était sous les autres régimes. Et c'était l'époque où justement notre journal, qui était le seul dont tout le monde profitait, parce que c'était la voix de tous ceux qui ne pouvaient pas avoir accès aux organes d'État, la télévision, Carrefour africain, etc., etc. Tout le monde, c'était chez nous que tout le monde s'exprimait. À l'époque, évidemment, ceux qui préparaient la révolution, ils trouvaient aussi leur compte, parce que c'est à travers notre journal que ils ont pu, en tout cas, faire passer les idées de révolution démocratique et populaire, dialectiquement, selon la dialectique révolutionnaire. L'Observateur avait fini de jouer son rôle historique. Donc, il n'était plus le bienvenu sous un régime qui n'acceptait plus la discussion. Qu'est-ce que vous écriviez qui puisse les mettre en colère? Mais nous étions un forum. Nous étions un espace de liberté à travers lequel tous ceux qui avaient quelque chose à dire pouvaient s'exprimer, y compris ceux qui n'étaient pas d'accord avec les méthodes de la révolution. Donc, comme cela se voit ailleurs, un régime comme celui-là qui était quand même matiné de marxisme, léninisme, ne pouvait pas admettre plusieurs sons de cloche. Avec le recul, je pense peut-être que ça n'a pas été un ordre réfléchi au niveau de l'État, commandité avec une chaîne de commandement qu'on peut remonter facilement. Mais disons que c'était une ambiance et c'était un état d'esprit. Et je pense que ceux qui ont fait ça savaient qu'en fait, ils allaient au-devant des desiderata, des souhaits des princes de l'époque. Avec cet incendie, disparaît la seule contestation écrite du pays. Ce premier anniversaire est le moment de corriger tous ces errements, toutes ces dissensions internes qui ont un peu entaché cette première année pour partir d'un nouveau pied. La révolution n'en est qu'à ses débuts. Et Thomas Sankara et ses compagnons n'entendent pas reculer.
Au contraire, le remaniement ministériel qui intervient le 1er septembre 1984 procède de cette volonté. Le nouveau gouvernement est expurgé de certains de ses membres les plus importants. Le projet reste le même. Thomas Sankara. Nos objectifs se limitent à des prétentions bien simples, bien élémentaires, à savoir nourrir d'abord chaque Burkinabé, l'instruire, le soigner, le vêtir, également lui donner la possibilité de son épanouissement culturel, de son expression quotidienne. Mais pour réaliser tout cela, nous avons besoin de programmes économiques, de programmes culturels, de programmes politiques et même de programmes de sécurité. Car je crois que vous comprenez très bien que tout le monde n'applaudit pas lorsque l'on parle de Burkina Faso, lorsque l'on parle de voie révolutionnaire, c'est-à-dire d'un non-conformisme par rapport à ce qui a été établi jusque-là et que chacun connaît. Il faut parler d'économie, il faut mettre tout le monde au travail, il faut également donner un toit et un travail à tous. Mais il faut aussi expurger les bureaux et les services des poids morts qui l'alourdissent. Cela s'appelle les dégagements. Thomas Sankara est prêt pour débarquer impromptu dans les bureaux et sur les chantiers. Les résultats promettent d'être explosifs, révolutionnaires. Les mois qui vont suivre vont être décisifs pour le Burkina Faso, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité, celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Monsieur Lumumba Patrice, membre de la Chambre des représentants, est révoqué de ses fonctions de Premier ministre et de toutes ses autres fonctions ministérielles. Vous êtes des milliers à avoir reconnu Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo, celui qui, dans les premières années, allait partager le pouvoir avec Patrice Lumumba. Il sera renversé par le maréchal Mobutu. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur sont Salou Amdoum Adjibo, au Burkina Faso, Arthur Monlanjo, à Cotonou, au Bénin, Enoch Monza, à N'Djamena, au Tchad, Soumaïla Ouedraogo à Ouagadougou, Burkina Faso, Mamadou David Sidibé à Abidjan en Côte d'Ivoire, Agbeko Yao Koudoglo à Lomé au Togo, Kaba Abbas à Abidjan en Côte d'Ivoire, El Mancio José Kwame Godjon à Lomé au Togo, Thierry Kiabondo Msiri à Maputo au Mozambique, Sa Jérôme Tonlo à Lyon en France. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau, en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Je suis né, comme vous le savez, le 9 octobre 1906 à Joal, sur les bords de l'Atlantique, à 120 km au sud de Dakar. Trop facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique? Tout de suite, à vos ordinateurs et à vos téléphones. Les 5 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique RFI et les 5 premières bonnes réponses sur notre répondeur au 0033 1 84 22 93 32 0033 1 84 22 93 32 recevront chez elle le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut, en plus de la réponse, nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre à vos téléphones et à vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Bonne fin de week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays.